Bonjour à tous. Je voudrais aussi remercier les organisateurs du symposium. C'est une initiative assez formidable. C'est une terre d'accueil pour les chercheurs qui se retrouvent parfois en marge de des disciplines bien établies par leur démarche interdisciplinaire. Et c'est aussi l'occasion de se poser des questions importantes comme celle de l'utilité sociale des sciences de la musique. Donc, nous avons ici rassemblé un panel de chercheurs qui représentent différentes disciplines, de l'analyse et l'ethnomusicologie à l'informatique musicale. Le fil rouge, en fait, comme vous allez le constater, le fil rouge, ça va être celui de la médiation et l'éducation musicale. Alors, je vais appeler les intervenants. En fait, nous leur proposons de rebondir sur les présentations de la session qui vient de se terminer, de porter un regard synthétique sur ce qui a été présenté et aussi de témoigner de leur propre expérience, de leur propre engagement dans la société. Très rapidement, j'aimerais rappeler les questions qu'on se pose dans le cadre de l'axe 3. Alors, donc, il s'agit de s'interroger sur la circulation des savoirs scientifiques, sur la musique à différents niveaux, entre les chercheurs et chercheuses bien sûr, mais aussi avec différents types de publics, les musiciens, musiciennes professionnels, les amateurs, les mélomanes, et plus généralement avec l'ensemble de la société. Aussi, on se demande comment les résultats de la recherche fondamentale sont diffusés, partagés avec un large public, incluant en particulier les musiciens en situation d'apprentissage, également les acteurs de l'industrie du spectacle, de l'enregistrement. Quelles sont les retombées de ce transfert de connaissances? Alors, quels sont les modes de transmission, de partage des outils d'analyse, des documents et des ressources de différents types en regard des communautés, des réseaux auxquels ils s'adressent et dans le contexte général de la révolution numérique? Ce matin, enfin tout à l'heure, on a aussi pu apprécier les approches participatives avec lesquelles les experts et non-experts travaillent ensemble à la construction des savoirs. Alors, quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de ce mode de construction du savoir? Et finalement, quel est le statut de la recherche en sciences de la musique aujourd'hui entre production du savoir, d'une part, médiation culturelle et scientifique, formation, voire animation d'expériences de recherche avec différents publics, d'autre part. Et nous pourrions finalement réfléchir à la redéfinition des contours d'une activité professionnelle en pleine mutation. Alors, pour commencer cette table ronde, dont j'appelle Claude Abromont, c'est déjà installé, c'est magnifique. Alors, oui. Merci. Donc, Claude Abromont, que beaucoup d'entre vous connaissent, donc, il est titulaire d'un CA en culture musicale. Et il est depuis 2014 professeur d'analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il avait créé la classe de méthodologie et théorie de l'analyse. C'est producteur sur France Musique. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages. Et avant l'été 2019 sortira son guide de l'analyse musicale, très attendu, aux éditions universitaires de Dijon. Voilà, merci. Merci. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de sujets abordés aujourd'hui, notamment l'utilité. J'avais assez envie de parler de polémique et de l'utilité de la polémique dans la formation du savoir, mais finalement, je vais choisir de m'attacher plus à la notion de défi, et deux défis que je me suis posés. Alors, je vais un peu parler de moi, je suis désolé, mais je pense qu'on peut arriver à des choses qui intéresseront tout le monde. En 2010, quand j'ai fini le guide des formes et le guide des genres de la musique, mon éditeur m'a dit ça serait formidable de faire un livre sur l'analyse. Je dis oui, mais il y en a beaucoup. J'ai refusé. Je me suis dit quel intérêt de faire un nouveau livre de l'analyse? Il y a le travail de Yann Bent, il y a énormément de choses. Sur chaque méthode, il y a des livres formidables. Même du domaine des conservatoires, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai refusé. Pendant 3 ans, je refusais. Et après, finalement, au bout de 3 ans, j'ai eu l'idée de comment faire les défis, les deux défis que je me suis posés. Et évidemment, après, j'ai perdu mon éditeur, parce que ça, c'est normal. Alors, donc, les défis, le premier défi que j'ai eu, c'était de dire, si en 2001, au moment du guide de la théorie, j'avais fait un livre sur l'analyse, je l'aurais fait de façon assez générale, assez simple, et pour un public plutôt des conservatoires. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce public a totalement changé, et je pense que c'est le même
le public des conservatoires et le public de l'université. En tout cas, c'est un de mes défis, c'est de faire un livre qui soit lisible autant par l'un que par l'autre. C'est-à-dire que d'une part, ça soit un chemin qui conduit, qu'est-ce qu'on fait quand on a une partition, comment on commence, comment on avance, mais qui ait toute la rigueur du travail universitaire, qui connaissent les méthodes, qui connaissent les bibliographies, que tout soit sourcé. Donc, j'ai envie de dire, mon premier défi, c'était de faire un livre qui s'adresse autant aux chercheurs qu'aux praticiens, parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui font à la fois la recherche et la pratique. Donc, c'était un premier défi, et c'est évidemment à l'arrivée un livre qui ressemble peu à ce qu'on fait à l'université et peu à ce qu'on fait au conservatoire, et à la fois aux deux. Alors, j'ai eu un deuxième défi, dont je vais aller assez vite, mais il est important. Ce deuxième défi, c'était de faire un livre ouvert. Donc un livre qui ne soit pas une chose, on fait cela, et puis après, le livre meurt, parce que, ou alors on attend 20 ans pour faire une seconde édition, juste en temps de corriger quelques coquilles. Non, j'avais envie d'un livre ouvert, donc utiliser l'Internet aussi. Et donc ce livre va avoir deux aspects. Le livre lui-même, j'ai envie de dire qu'il fonctionne comme un livre habituel, rien à découvrir. Et l'Internet, donc là, l'Internet, ça sera non pas un site à créer, mais ce que tout le monde utilise, c'est-à-dire YouTube, Facebook. Je vais utiliser ces deux médiums pour permettre d'avoir dans le livre, j'ai envie de dire, des choses un peu fermées, et sur Internet, des choses ouvertes, et qui peuvent continuer de façon participative, on en parlera juste dans quelques instants, après la sortie du livre. Donc une fois que le livre est sorti, donc il a sa vie en tant qu'objet, qui va être doublé par autre chose qui peut voir arriver beaucoup de choses. Alors ça c'est, depuis une semaine j'ai une couverture, donc je suis assez content, voilà. Et elle est un peu meyérienne. Alors là, l'idée c'est de faire donc des vidéos qui vont accompagner les médiums. Je ne sais pas si ça fonctionne, le son. Donc tout le monde connaît ce document. C'est donc l'analyse par Momini du quatuor ré mineur de Mozart, où il a eu l'idée de mettre une mélodie, un texte sur bidon autour du premier violon. Alors voilà le genre de médium qu'il y aura. Dans le livre, en général, on met une page d'un texte de ce type-là. Là, c'est en entier, synchronisé avec de l'audio. J'ai fait la même chose avec la première analyse de type réduction importante. C'est toute la première étude de Chopin qui a été transcrite par Czerny. Donc là, vous avez le document originel de Czerny, entièrement synchronisé avec de l'audio. Donc ça, c'est une première phase, c'est donc des documents sources. Des analyses formalisées, donc par exemple, ça c'est un extrait que beaucoup connaissent ici, de Schenker, à partir du premier prélude du clavier intempéré. Il veut montrer un couplage de registres. Donc là, à nouveau, je l'ai synchronisé avec de l'audio. Les topiques, Ratner va parler dans son livre sur le style classique des topiques dans une symphonie de Mozart. Là, on peut voir exactement à quel endroit arrivent les topiques. Donc tout ça, ça donne accès à des sources que tout le monde connaît. Un petit texte historique, tout le monde l'a vu, je pense que certains ici connaissent assez bien l'analyse paradigmatique. Donc le texte de Ruvet d'origine, synchronisé avec de l'audio. Ça, j'ai envie de dire, c'est une première catégorie de vidéos. La seconde, là par exemple, c'est un élément qui vient de Kaplan. Donc là, on est dans la didactique de l'analyse. Et donc, il y aura un certain nombre d'outils didactiques, pareil, qu'on pourra trouver en audio. Troisième notion, comparaison d'analyse. Donc là, j'ai par exemple synchronisé intégralement l'analyse formelle du solo du berger dans le Tristan et Isolde, en partant du livre de Jean-Jacques Nattier. Et donc là, on a des analyses comparées, 6, pardon. Et donc on a à nouveau l'audio et on peut voir les 6 analyses. J'en ai fait moi-même à partir du prélude de la prélude d'un faune, où chaque analyste va donner une autre division de la forme. Et là, vous pouvez comparer en écoutant ce qui se passe. Une troisième catégorie, c'est des analyses personnelles. Par exemple, là, j'ai utilisé pour la méthode de Schoenberg avec les cartes des régions, j'ai pris un Schubert que j'ai analysé et au lieu de faire, comme on voit d'habitude, la partition avec les régions qui apparaissent, j'ai tout à fait, comme on fait maintenant en néo-riemanien, la carte elle-même qui est synchronisée, qui bouge. Ça. Donc, on va avoir ça. Alors, la dernière chose, c'est évidemment, ça va faire une chaîne YouTube, tout ça, où on aura beaucoup de médiums qui ont été faits
pour ce livre, mais il y aura une deuxième qui va permettre de faire une playlist des grandes choses que tout le monde connaît, mais qui sont éparpillées. Je pense par exemple à cela. Donc ça, c'est fait par Moreno Andreatta, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est une chanson du groupe Muse, traitée sous la façon transformationnelle dans le néo-riemanien. Et donc, là, c'est moi qui vais évidemment capter des choses tout à fait légalement, hein, qui se trouvent sur Internet. Et donc, on pourra... Je vous incite à voir ça, c'est sur YouTube déjà, c'est magnifique. Et donc, des outils, et donc, évidemment, au fur et à mesure, on pourra en rajouter, ça pourra s'enrichir. Ils seront reliés aux différentes composantes de la recherche en analyse. Et donc, je pense que c'est intéressant, maintenant, de doubler le papier de l'Internet avec une foule de médiums comme cela qui peuvent s'ajouter. Voilà, c'est une petite présentation d'un travail en cours. Merci. Merci. Merci d'avoir respecté le temps alloué. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je fais vite. Je voulais juste donner ces deux défis, l'Internet. Excellent. Et puis ça faisait écho aussi à la présentation d'André Andreatta. Alors, on va passer à Gilles Delebarre. Alors, je vais le présenter pendant que... Vous n'avez pas de présentation non. Ça va faciliter la transition. Alors, donc Gilles Delebarre, il représente deux communautés de chercheurs, puisqu'il possède une double formation en éducation musicale et ethnomusicologie. Il est directeur adjoint du département d'éducation de la Philharmonie de Paris, délégué au projet Demos, qui a pour vocation de susciter innovation et réflexion dans le champ de l'éducation musicale en France. Vous allez nous en parler davantage. Auparavant, Gilles Delebarre a travaillé sur un programme éducatif plus large, allant de l'éveil musical pour les jeunes enfants à la pratique des musiques traditionnelles, actuelles et contemporaines pour tout public. Voilà. Merci. Oui, disons que je me considère plus comme un acteur de la culture que comme un chercheur, très clairement. Et du coup, l'avantage que j'ai, c'est que je peux, en prenant cette posture-là, être beaucoup moins prudent dans ce que je raconte sur les objectifs des actions que j'accompagne. Je voudrais dire, en réagissant à la communication de Denis Laborde tout à l'heure, c'est qu'il a parlé de 1000, et moi aussi j'ai réfléchi avant de venir ici sur ce qu'était la question de science et utilité sociale. Et pour moi, il y a un certain nombre de penseurs comme ça qui constituent des phares, des repères. Et ce sont ces phares et ces repères dont j'ai besoin pour avancer, dont nous avons besoin pour avancer, me semble-t-il, dans le champ de la culture. Donc, 1000 en est un, mais il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer, mais ce sont des gens qui éclairent les directions et qui nous confortent dans l'idée que l'art est utile au développement de la personne et qu'il est utile au développement des interactions sociales dans une société démocratique. Voilà. Si je n'ai pas ça comme repère, comme balise, eh ben, si j'hésite tout le temps, si je doute tout le temps, je ne peux pas avancer. Voilà. Donc, vous l'avez dit, merci. Le projet principal dont je m'occupe en ce moment est un projet de démocratisation culturelle autour de la pratique de la musique classique de manière collective dans les quartiers populaires. Et depuis que ce projet existe, depuis qu'il a été mis en place depuis une petite dizaine d'années, nous avons accordé une place extrêmement importante à la recherche. Juste encore un mot sur la question de l'utilité sociale de la recherche. Bon, déjà, rien que l'idée qu'elle soit connectée à un projet où on agit, c'est bien qu'on considère qu'elle a une utilité. On lui demande de regarder ce qui se passe. Voilà. Donc, évidemment, de faire quelque chose de ce qui a été observé. Alors, parfois, ça pose problème parce que, effectivement, cette utilité sociale, elle est très difficile à mesurer. Denis y a fait allusion. Comment on mesure le bonheur? Ça, c'est une chose qui est assez compliquée, n'est-ce pas? Mais enfin, si on se dit que ça existe et qu'on va vers ça, c'est mieux que de se dire que ça n'existe pas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre, je pense, les sciences humaines et l'art pour ce qui est de la question
d'un parallèle sur les questions d'utilité sociale. Ce parallèle, à mon avis, il vient c'est le registre de est-ce que vraiment on peut mesurer cette utilité? Dans le champ éducatif, par exemple, on voit assez bien ce que ça veut dire que d'apprendre à des enfants à lire, à écrire et à compter. On voit bien que ça va leur servir à quelque chose. Mais est-ce que la question de jouer du violon, par exemple, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est superflu? Et on voit très bien ce qui se passe dans les périodes de crise économique ou dans les périodes de tensions politiques très fortes, et on voit apparaître des mouvements moins démocratiques que ceux que ceux auxquels on peut se référer. On voit très bien que la question du superflu, ça amène à supprimer des choses. Et parmi les premières choses supprimées, c'est ce qui apparaît comme le moins utile. Voilà, pour ce qui est des questions des arts. Et puis autant du côté des arts que des humanités, dans le sens anglo-saxon du terme, en le traduisant comme ça, il y a aussi une réticence à utiliser le mot utile, parce que utile, ça renvoie à des considérations fonctionnelles ou économiques de base, et que les artistes et les chercheurs ont une vision de l'âme humaine qui dépasse ces aspects fonctionnels. Et ce besoin que je comprends de détacher l'art du fonctionnel ou les humanités du fonctionnel pur, je le comprends parce que effectivement cette capacité de transcendance, on l'a. Mais je pense qu'il y a ça fait partie de mes autres phares. Je vais me référer à Dewey, qui s'est opposé à ce qu'il appelait la conception muséale des beaux-arts. Il pensait qu'il fallait montrer que l'art n'est pas éloigné de la vie du citoyen ordinaire et faire en sorte qu'il fasse partie des relations sociales quotidiennes, qu'il contribue à la formation d'un citoyen qui serait un être humain complet. En gros, je transpose ça de manière très simple en me disant le bébé qui racle un radiateur est déjà dans une attitude de musicien. Et la conception muséale des beaux-arts éloigne un peu de ça. Bon, pourquoi est-ce qu'on a mis en œuvre la recherche dans le projet Demos? Je vais le dire en 4 points très rapidement. La première raison, c'est répondre à l'injonction socratique « connais-toi toi-même ». La deuxième, c'est qu'il y ait un regard tiers porté sur le projet, qu'il y ait des gens qui disposant d'une certaine neutralité pour pouvoir regarder ce qui se passe. La troisième, c'est que nous participons à des politiques publiques et qu'il faut bien regarder, ça coûte de l'argent, il faut bien regarder ce qui se passe et si ce qu'on met en avant est réellement ce qui est mis en œuvre. Et puis, la quatrième raison, c'est d'explorer. Demos est un projet complexe, et c'est d'explorer les différents champs de complexité. On prétend qu'on permet par cela aux enfants de développer leurs capacités, leurs capabilités, comme dirait Amartya Sen. On prétend qu'on développe les capacités empathiques, une meilleure relation avec les autres. On prétend qu'on fait travailler ensemble, on crée des systèmes de coopération sur les territoires et qu'on lutte sur l'habituel fonctionnement en silo qui souvent imprègne les cultures professionnelles en France. Et bien tout ça, il faut le regarder et essayer de vérifier si c'est vrai. Donc on a couvert ça avec toutes sortes de champs scientifiques, toutes sortes avec des orientations différentes, dans le champ des sciences humaines, dans le champ des neurosciences plus récemment. Et tout ça, ça nous sert à mesurer ce qui se passe. Comment est-ce qu'on s'y prend? Bon, déjà, il y a une chercheuse qui est là, qui est présente, qui s'appelle Indiana Volman, qui est chargée d'accompagner l'ensemble des recherches qui sont conduites, d'échanger avec les chercheurs sur les questions de méthodologie et d'échanger aussi sur, justement, les questions d'utilité sociale. Il ne s'agit pas une des règles de départ, c'est Demos, on ne souhaite pas que ce soit de la recherche pour la recherche, mais on souhaite bien que le projet soit observé et que s'il y a un décalage entre ce qu'on affiche et ce qui se passe réellement, qu'il y ait des préconisations qui viennent des équipes de chercheurs qui travaillent avec nous.
Et la méthode est celle de l'observation participante. Il y a une étude conduite par les étudiants de l'HESS et pilotée par Denis, et ils sont tous musiciens. Donc, et on a vu d'ailleurs dans les exemples qu'il a montrés que la distance entre j'observe et je participe est une distance qui est nettement réduite. Et c'est pour nous quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et puis, je tiens à dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que nous demandons à ce que la recherche elle-même se regarde et qu'elle soit, elle aussi, un peu bousculée. Je considère que le projet que nous pilotons à la Philharmonie est un projet qui est une sorte d'aiguillon dans des tas de registres de la vie sociale, et je pense que ça peut aussi être un aiguillon pour la recherche. Là, nous avons créé, à l'initiative d'Indiana, un comité d'orientation scientifique qui rassemble des chercheurs de champs disciplinaires totalement différents, et c'est là qu'on s'aperçoit que peut-être là aussi de temps en temps il y a une tendance à travailler en silo, et que c'est peut-être ces systèmes de coopération qui vont amener à trouver des choses nouvelles. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réflexions. On va accueillir maintenant Géraldine à Liberty. Donc Géraldine, on va connecter mon ordinateur, je pense, pour une petite vidéo. Donc je vais présenter Géraldine. D'abord, compositrice et musicologue, Géraldine à Liberty transmet la musique à travers des formes innovantes de spectacles, de concerts éducatifs et éducatifs. Elle va nous en parler davantage. Et crée des applications et installations scéniques dans le domaine du numérique. Elle a reçu, vous le mentionnez, le prix de la Fondation de France pour l'ouverture du monde de l'art aux enfants en 2010. Elle travaille en 2005 pour Mezzo TV. Elle intègre en 2006 la Cité de la musique, puis assure la direction artistique des Jeunesses musicales de France en 2012. Elle conçoit, écrit et met en scène des concerts, nouveaux publics et jeunes publics de différents orchestres et opéras partenaires des clés de l'écoute. Voilà. Merci Géraldine. Merci. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. C'est vrai qu'on est un peu le pan pratique de toutes ces recherches, et finalement un jour je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ça? Et finalement j'avais eu quelques lectures musicologiques qui m'avaient inspirée, et j'avais envie de les tester en fait sur le terrain. Et donc en effet mon parcours il est double. En fait mon métier il est simple, je suis médiatrice tout simplement. Et j'essaye, en fait, je m'interroge constamment à comment intéresser finalement les gens à la musique, des gens qui ne sont pas du tout proches de cette culture-là, qui sont loin de ça, qui sont parfois néophytes, et qui peuvent intéresser aussi des gens plus affirmés, des amateurs et peut-être même des professionnels. Donc j'essaye vraiment de brasser, d'offrir des produits en fait, qui vont intéresser un peu tous ces publics-là. Donc ça passe par la création de spectacles. Et les orchestres vont me demander, mais Géraldine, qu'est-ce que tu imagines en fait sur l'Oiseau de Feu? Par exemple, peut-être que l'Oiseau de Feu, ce spectacle, enfin ce concert, devienne une sorte de rave party dans la salle. Moi, je trouverais ça intéressant, par exemple, que sur le quai de métro de Porte de Pantin, quand on arrive à la Philharmonie de Paris, que ce soit déjà une scène de concert. Voilà, donc d'imaginer en fait toutes sortes de dispositifs. Alors il y en a qui sont plus faciles que d'autres à réaliser. Ces deux-là, j'ai pas encore réussi à les réaliser, mais peut-être un jour. Et je vais vous montrer ceux par contre que j'ai réussi à mettre en marche. Donc ça c'est assez drôle parce que c'est un spectacle que j'ai écrit pour l'orchestre de Paris, qu'on a rejoué au Philharmonique de Strasbourg et là qu'on va jouer au Capitole de Toulouse. J'ai eu la chance d'avoir une résidence à la Villa Médicis pour écrire ce spectacle. Et j'ai choisi 3 lectures. Donc, c'est le traité d'orchestration de Berlioz, donc c'est pour les 150 ans de Berlioz, les mémoires et le livre Enquête autour d'une idée fixe de Claude Abromont. Donc, je suis fière de lui proposer ça aujourd'hui. Trembleront certainement. Mes yeux chercheront de toutes parts une issue à cette fin tragique. Maintenant, cette marche inexorable me mènera directement à l'échafaud.
posera la tête délicatement sur l'échafaud pour la trancher. Comme ça. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, les spectacles que je concevais pour les orchestres, qui étaient au départ vraiment des concerts éducatifs, je les ai fait évoluer parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui étaient plus doués pour le verbe et que moi, j'étais plus douée pour faire passer les choses par l'émotion. Et j'avais vraiment envie de toucher les gens, et surtout les enfants ou les nouveaux publics qui viennent voir un spectacle, qui viennent pour la première fois et des fois la dernière. Je me disais, en fait, c'est pas parce qu'on sait que tel compositeur est né en telle année qu'on va revenir. Il faut vraiment toucher au cœur et au corps les gens. Et donc voilà, donc c'est un spectacle qui en effet touche de près aussi les adolescents et les 20-45 ans qui viennent jamais au concert. Et ça, j'en suis assez satisfaite. Donc des spectacles, c'est bien. Mais finalement, c'est qu'une fois. Donc c'est de la médiation que j'appelle finalement simple. Et il ne faut pas se rater. Donc il y a cette zone de risque qu'il faut vraiment mettre un filet de sécurité là-dessous. Et donc j'accompagne en fait ces spectacles-là. On conçoit de plus en plus en fait tout un parcours d'accompagnement du spectateur qui vient voir le spectacle. Et donc pour ça, on a mis en place en effet le numérique. Et le numérique, pour nous, c'est aussi une façon d'ouvrir la connaissance à des gens qui n'en ont pas. Par exemple, donc, je vais peut-être vous présenter le jeu qui marche le plus auprès des professionnels, qui est le jeu d'orchestration. Et plutôt que d'expliquer pendant 3 heures ce qu'est l'orchestration, on s'est dit finalement, c'est peut-être plus simple de faire jouer aux gens à orchestrer une pièce de façon différente. Donc on va le faire ensemble. Je vais le faire avec mon téléphone. Donc on conçoit toute forme d'application. Enfin, pour des festivals comme le Festival d'Aix-en-Provence, on a conçu Opéra Play, où on peut entendre tous les chanteurs en parties séparées, de façon différente. On a conçu Pergint, qui est une application aussi qui a accompagné un spectacle et aujourd'hui qui fait sa vie en fait de médiation seule dans des écoles ou dans des centres sociaux qu'avec l'application et sans le spectacle. Je monte un peu le son. On met toujours des oiseaux à l'ouverture. C'est une signature maintenant. Sinon, s'il y a un câble jack, c'est encore mieux. Il n'y a pas. C'est pourquoi. Vous avez l'oreille fine. Alors, c'est un jeu d'orchestration. En fait, je vous présente rapidement en fait, le visuel. Vous avez plein d'instruments en bas et il y a des ballons en fait, qui volent dans le ciel. Et l'idée, c'est de mettre ces instruments dans les ballons. Chaque ballon représente une piste musicale. Donc, les basses, les accompagnements, la mélodie et les contre-chants. Et vous avez tout un tas d'instruments dans lesquels vous pouvez faire glisser ces instruments dans les ballons. Donc, dans la ligne de basse, je vous propose 3 instruments. Je vous propose la contrebasse, le basson ou le saxophone baryton et aussi le cor. Vous choisissez. OK. Si vous voulez, on peut ajouter aussi la contrebasse, le basson, le saxophone baryton. Merci Gilles. À la mélodie, donc je vous propose plusieurs instruments, le cor toujours, le violon, la flûte, la guitare, l'alto, le hautbois et voilà. Lequel vous voulez pour la mélodie? OK. Ah pardon, je l'ai mis dans l'accompagnement. On peut le changer, on peut l'intervertir. À la mélodie, on a un grand choix. Hein. J'ajoute la guitare. On remplit le contre-champ.
Donc au contre-champ, pareil, je vous propose la guitare, le violon, le corps qui va partout, le hautbois, je crois, qui rentre, et le corps anglais. Ça reprend. Bon, on peut aller loin parce qu'on peut aller jusqu'à 40 musiciens. Si vous voulez, j'enlève le corps de la partie de basse. J'ajoute des violons, un basson dans la ligne de basse. Etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment un jeu d'orchestration qui permet à tout un chacun d'orchestrer une pièce finalement comme un arrangeur. On peut effacer, on peut reprendre, on peut aussi mixer et monter le son des pistes, de chacune des pistes. Voilà. Donc en fait, tous nos jeux, ça, à chaque fois, touche un paramètre musical. Donc on est soit sur le timbre, soit sur le rythme, soit sur, là en effet aussi, le timbre via l'orchestration. Et j'ai envie de vous présenter ce qu'on vient de finir pour l'Orchestre métropolitain à Montréal, qui nous a commandé une affiche de réalité augmentée pour entendre tous les instruments de l'orchestre. Est-ce que je peux l'afficher ? Donc ça, c'est l'affiche de l'Orchestre métropolitain. Et l'idée, c'est que tous les gens en fait qui passent dans le métro et qui voient cette affiche, eh ben, ils puissent entendre les instruments qu'ils voient. Donc je vais faire juste un test pour voir si ça marche d'ici. Je l'ai jamais essayé sur. Ah oui, ça marche. J'ai appuyé sur le chef. Vous voulez appuyer où ? Enfin, via moi. Contrebasse. Ah, j'ai le truc. Ah oui, j'ai le doigt là-dessus. Quoi d'autre ? Timbale. Un autre. Au bois. Aïe. Attendez, on m'a demandé le hautbois. Et il est tout petit. Il est où le hautbois ? Ah oui, il est là. Hop. Bon voilà. Dans l'idée. Et vous pouvez verrouiller. Vous pouvez quand même verrouiller et pas rester pendu comme ça. Hein. Donc l'idée, en fait, c'est que après, donc ça, c'est une présentation des instruments. On en a à peu près 3 par instrument, 3 extraits sonores. Et après, on fait un quiz, donc à 3 niveaux. Et donc c'est là où on fait appel, enfin, on est partenaire avec l'université McGill sur un projet de recherche sur est-ce que le timbre est vecteur d'émotion. Et donc on est sur 3 niveaux. Premier niveau, il n'y a que 2 instruments. Troisième, il y en a 3. Et troisième niveau, il y a 5 instruments. Et donc l'idée, c'est justement de ne pas fournir, par exemple, sur le troisième niveau, que des instruments de familles différentes, parce que ce serait beaucoup trop facile, mais de complexifier ça au maximum et d'enregistrer ces parcours pour que nous, en fait, on puisse voir s'il y a une évolution de l'utilisateur qui va jouer à ce jeu plusieurs fois,
dans l'histoire du jeu, ou bien s'il y a tout de suite en fait des timbres qui sont reconnaissables. Enfin, de toute façon, voilà, ce sont des statistiques qu'on va pouvoir donner, anonymes bien entendu, aux chercheurs de l'université McGill en sciences cognitives et en musicologie. Donc voilà, on fait le tour et on boucle avec un parcours de recherche, pratique, et puis qui va resservir à la recherche. Merci beaucoup. On peut mentionner justement que tu fais partie du réseau de chercheurs, de partenaires du projet Actor, qui porte sur l'orchestration, et dont les objectifs, c'est précisément de transférer aussi les connaissances vers les utilisateurs, le public. Voilà, on veut sortir du cercle fermé souvent fermé de la recherche. Donc, on va terminer avec Yann Orlaré. Je vais ouvrir la présentation. Voilà, elle est ici. Alors, je ne sais pas si en principe, les liens devraient fonctionner. Alors, Yann Orlaré représente le domaine de l'informatique musicale ici. Il a donc effectué des études en sciences économiques, en informatique, mais aussi il a suivi la classe de musique électroacoustique au Conservatoire de Saint-Étienne. Il est membre du GRAM, le Centre national de création musicale de Lyon, depuis 1983, et il est actuellement le directeur scientifique de cet organisme. Ses travaux de recherche portent principalement sur les langages formels pour la composition musicale et les systèmes d'exploitation musicaux temps réel. Son répertoire musical aussi compose. Donc, ici, tu viens nous parler d'un de tes bébés informatiques, Faust, et une application donc, pour le grand public. Voilà, merci beaucoup Caroline. Donc en fait ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter un exemple d'interaction entre recherche, création et médiation, qui est une sorte de parcours qui s'est déroulé sur plusieurs années. Le projet de recherche, c'est le projet autour du langage de programmation Faust, qui est un langage de programmation qui permet de décrire des instruments de musique électronique. Le projet de création, c'est plusieurs projets de création qui ont commencé en 2014 avec un concert participatif qui s'appelle Smart Faust. Et depuis, des tas d'actions de médiation qui ont touché depuis 3 ans environ 2000 élèves de CM2, CM1, collège, et qui est une activité assez transversale puisque ça peut aller commencer à la programmation informatique, à la création d'instruments, notamment pour smartphones, jusqu'à la représentation publique dans des petits concerts devant les parents, par exemple. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais vous présenter. Alors, les smartphones sont là parce que c'est une façon d'avoir un ordinateur dans sa poche, et ceux qui ont commencé qui connaissent ce qui se passait au début des années 80, eh bien, dans un smartphone actuellement, on a 50 000 fois la puissance de calcul d'un ordinateur Apple II qu'on avait sur scène à l'époque. Donc c'est quelque chose de très intéressant, outre les capteurs qu'il y a à l'intérieur, bien entendu. Voilà, alors je vais commencer par une petite vidéo qui retrace un peu ce projet Smart Faust. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Messieurs, dames, s'il vous plaît, veuillez sortir vos téléphones portables. Voilà, alors je vais maintenant vous montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comment les enfants, quels outils on leur donne pour qu'ils programment ces applications sur smartphone, et notamment Faust Playground.
devenaient concepteurs. Concepteurs d'applications, c'est-à-dire qu'ils pouvaient en direct concevoir eux-mêmes une application pour téléphone portable avec une autre sonorité que celle proposée dans les espaces antérieurs. Il n'y a plus de batterie? Ah d'accord. Bon. Ouais, voilà, donc c'est un signe du destin. Voilà, il restait. Voilà. De toute façon, on a tous envie d'aller boire un café et de manger quelques croissants. Donc merci beaucoup à tous les intervenants pour toutes ces réflexions, démonstrations, et merci à tous pour votre attention.